Ça fait bientôt 30 ans que les mails ont commencé à remplacer le courrier papier. Qui n'a pas râlé en écrivant un mail, en ne sachant pas par quoi commencer, en recevant un mail sans objet, pas de signature, pas de bonjour, pas de merci. Donc je vous explique dans cette vidéo quels sont les codes à respecter, comment est-ce qu'on dit bonjour, à qui on envoie un mail, à quelle heure, qu'est-ce qu'on met en pièce jointe ou pas en pièce jointe, comment est-ce qu'on dit au revoir, tout ce qu'il faut pour rédiger un mail professionnel et espérer avoir une réponse. Un petit jingle et on commence. Alors le mail, c'est un mode de communication écrite parmi d'autres. Alors quels sont les différents modes de communication écrite dans le sens où on envoie des messages, je ne parle pas de la communication qui est plus liée à de la publicité, du marketing. On a donc historiquement le courrier papier envoyé par la poste. Alors encore plus avant, on peut parler des pigeons voyageurs, mais ça c'était plutôt en temps de guerre. Nous on va parler du courrier papier envoyé par la poste. Le flux de courrier a sensiblement réduit ces dernières années parce qu'il est justement supplanté par d'autres moyens de communication. On verra un petit peu les caractéristiques du courrier papier envoyé par la poste par rapport au mail par la suite. Autre possibilité qu'est le courrier papier, mais cette fois-ci interne, qui n'est pas passé par la poste, c'est le collègue qui laisse un post-it ou votre supérieur qui vous envoie une petite note de service ou une information sur une réunion, etc. Donc sous différentes plateformes, ça peut être Teams, ça peut être Zoom, ça peut être Discord, ça peut être Trello, ça peut être Slack, enfin il y a plein de plateformes qui permettent de chatter. Et puis tout ce qui est aussi réseaux sociaux. Alors même si cette communication écrite sur les réseaux sociaux, elle s'associe de plus en plus à de l'image, à de la communication visuelle, ça reste de la communication écrite, avec en particulier sur les réseaux sociaux, qui est vraiment basé au départ sur l'écrit. C'est Twitter, puis avec un nombre de caractères limité. Et vous vous rendez bien compte que le style de rédaction qu'on va avoir sur chaque support va être sensiblement différent. Et donc, il va falloir s'adapter et connaître le style qui est lié au mail. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Ce qui va être important aussi, c'est de comprendre le rapport au temps qui va être différent, et en particulier par rapport au courrier papier. Dans le courrier papier, on va avoir 2 jours pour envoyer le document, si tout va bien, la poste met 2 jours environ. On va avoir un délai de réception, qui est un temps de réception du courrier qui est un peu différent, puisque c'est les horaires de distribution du courrier. Donc en fonction du réseau postal et en fonction de votre mode de distribution, le courrier, vous allez recevoir soit si c'est au bureau, pendant le temps ouvrable, soit si c'est chez vous à la fin de la journée. Donc on a un délai qui est un peu différent, le temps de la lecture, le temps de la réponse, et puis encore 2 jours ou 3 jours, le temps de renvoi. Si on regarde maintenant le temps du mail, et c'est là où parfois on est un petit peu embêté, c'est que l'envoi est immédiat, la réception est immédiate, c'est-à-dire que vous envoyez le mail, et peut-être dans les 5 minutes, votre destinataire reçoit dans sa boîte mail le courrier. Par contre, on va avoir le même temps de lecture, le même temps de réponse, mais on aura encore une fois un temps de renvoi, un renvoi qui va être immédiat. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que quoi qu'il arrive, le temps de rédaction doit être le même. Or, on est en fait impacté par le fait que le mail va beaucoup plus vite que le courrier papier. Et donc on se dit, il faut que je me dépêche de rédiger mon mail, sinon la personne en face, elle n'aura pas l'information désirée. Et donc on attend limite à ce que qu'on envoie un mail, dans la demi-heure, des fois on ait la réponse. Attention, chaque mode de communication a son rapport au temps. Et lorsqu'on envoie un mail, même si on attend une réponse rapidement, c'est pas sur le temps de rédaction qu'il faut gagner du temps. En fait, c'est sur le temps d'envoi, les 2 jours qui ont nécessité le fait que la poste apporte le courrier, et les 2 jours qui fait que la réponse a été renvoyée au destinataire. Donc en fait, de par le temps du courrier papier, on gagne naturellement par mail 4 jours. Donc l'idée, c'est pas d'aller plus vite, et de bien considérer que le temps qu'on doit mettre pour rédiger un courrier, que ce soit un courrier papier ou un mail, il est tout aussi important et il doit être à peu près de la même durée. Donc attention à ne pas lésiner, à ne pas aller trop vite dans la rédaction d'un mail en disant ça doit partir vite. De toute manière, une fois que vous aurez appuyé sur le bouton, il va arriver très vite. Donc prenez le temps de la rédaction.
Alors l'objectif quand on rédige un mail professionnel, c'est d'adopter les codes de la communication par mail. Donc je vais partir de l'idée que vous connaissez quand même un peu un mail. Donc moi ici j'ai pris une capture d'écran sur Gmail pour vous montrer un petit peu comment se rédige ce mail. Et en fait, ce mail, ce que je vais vous montrer, on va suivre un petit peu l'ordre. On va terminer par les destinataires, ça on verra ça à la fin, et moi c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est avant de mettre le destinataire, rédigez bien votre mail correctement et seulement à la fin mettre destinataire, parce que des fois on appuie trop vite sur envoyer, le mail n'est pas terminé et on envoie quelque chose qui n'est pas très bien au destinataire. Donc ce qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qu'on met en objet. Vous rédigez un mail et c'est comme une histoire, c'est comme une rédaction, il y a un début, donc on va voir ce qu'on met au début, il y a un milieu. Je vais essayer de vous aider pour voir un petit peu quels sont les différents types de milieux. Et il y a une fin, et je vais vous expliquer ce qu'on met à la fin. Et puis, on verra un petit peu là sur les petits éléments qui peuvent nous aider pour faire en sorte que l'outil informatique puisse nous aider à adopter les bons codes de la communication par mail. L'idée, c'est donc, dans un premier temps, de bien choisir l'objet de son mail. En fait, il faut savoir que l'objet du mail, c'est la seule ligne qui apparaît dans la boîte mail avant l'ouverture du mail. C'est un peu un teasing, c'est-à-dire que si vous rédigez mal votre objet, faut savoir que votre courrier ne sera peut-être pas ouvert, votre mail ne sera peut-être pas ouvert, ou pas tout de suite. Donc il faut donner envie quelque part et informer. Alors donner envie, c'est pas tricher, hein. L'idée c'est pas d'absolument cliquer sur le mail, il faut pas mentir, mais il faut informer au mieux. Pour ça, faites attention, si vous mettez pas d'objet, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de logiciels de messagerie qui vont considérer que ça peut être des spams. Donc si vous mettez pas d'objet, il faut savoir que vous avez une chance sur deux pour que votre mail, en fait, il aille directement dans la poubelle spam et votre interlocuteur, il le verra même pas. Donc votre mail, il doit être explicite, clair et bref. Et je vais insister plusieurs fois sur ça, il doit être sans faute d'orthographe. Moi qui reçois des mails d'étudiants, il n'y a rien de pire que quand il y a un objet. Alors déjà, des fois, je suis contente parce qu'il y a un objet, ok. Mais dans l'objet, il y a une faute d'orthographe. Alors là, tout de suite, ça ne donne pas une bonne image de la personne qui a envoyé. Et surtout, ça ne donne pas une image de l'intérêt que la personne a eu dans la rédaction du mail. Donc, dans l'intérêt qu'elle vous porte à vous, dans le respect qu'elle a pour l'interlocuteur. Donc quand on dit un objet bref, c'est quoi? 5-7 mots à peu près. Et puis en termes de rédaction, on ne va pas rédiger comme si c'était une phrase avec un sujet, un verbe et un complément. On va faire ce qu'on appelle une phrase nominale, sans mot de liaison. Donc ça peut être devoir de calcul de coût, je dis ça parce que je viens de recevoir. Ça peut être demande d'information, ça peut être demande de stage. Voilà, c'est ce qu'on appelle une phrase nominale sans mot de liaison. Et donc l'idée c'est d'être clair et deuxième chose, comment débuter votre mail? Quelle est la formule d'appel? Il faut commencer. Voilà. Donc la première question que vous devez poser, c'est qui est votre destinataire? Et en fonction de la nature de votre destinataire, vous n'allez pas commencer votre mail de la même façon, vous n'aurez pas la même formule d'appel. Si c'est une relation hiérarchique, ça peut être Madame la directrice, Monsieur le directeur. Si vous ne connaissez pas la fonction, mais vous savez que c'est quelqu'un qui a un poste plus important que le vôtre, ou si vous considérez que vous lui devez le respect, on va dire, commencez par Madame, Monsieur. Par exemple, si vous envoyez à un destinataire, vous n'avez pas le nom exact de la personne, mais vous avez un alias. Par exemple, vous envoyez un mail à directeur je sais pas moi, directeur arrobas quelque chose, vous savez pas derrière si c'est un homme ou une femme, vous n'avez pas ses coordonnées exactes, son nom exact, donc vous commencez par Madame, Monsieur. On pourrait croire que c'est ringard, mais c'est comme ça qu'on fait. Si au contraire, c'est pas une relation hiérarchique, mais c'est une relation professionnelle, strictement professionnelle. Donc vous allez commencer plutôt par un bonjour madame, ou bonjour Cyril s'il s'appelle Cyril, si vous connaissez son prénom, ou bonjour madame Grier, voilà, si c'est son nom de famille. Mais voilà, on est sur une relation professionnelle stricte avec une certaine distance, où vous voulez montrer votre respect, c'est à vous de voir un petit peu. Et puis, dernière possibilité, les mails ils s'écrivent aussi en famille. Si c'est une relation professionnelle mais plus amicale, vous pouvez à ce moment-là adapter le code de votre destinataire. C'est-à-dire que si votre relation elle est amicale, c'est-à-dire que vous avez déjà reçu des mails de sa part et donc vous devez adapter votre style de communication au style de la communication de votre destinataire. Si votre destinataire a l'habitude de vous tutoyer, vous pouvez y aller, Sophie, salut, coucou, on y va, salut.
Si au contraire vous avez quelqu'un qui, même si on est dans une relation professionnelle amicale, aime bien le protocole et aime bien y mettre les formes, et ben essayez d'y mettre les formes. Ce qui va être important vraiment, c'est de montrer que vous êtes capable d'adapter votre communication à la personne à qui vous l'envoyez. Donc essayez voilà, de respecter les codes de votre destinataire, les codes écrits de votre destinataire. Maintenant, comment est-ce qu'on débute le mail? C'est-à-dire, quelle est la première phrase? On commence par quoi? Donc, toujours commencer par l'objet de quelque chose qui est en lien avec l'objet du mail. C'est-à-dire que vous commencez pas à raconter le temps qu'il fait, etc. Le mail, il est beaucoup plus direct qu'un courrier papier envoyé par la poste. On va essayer de le faire beaucoup plus succinct, on en reparlera après. Donc, commencez directement avec l'objet principal de votre mail. Vous pouvez rédiger à la première personne. Et si votre mail fait le lien avec des événements antérieurs, précédents, vous pouvez commencer par suite à notre entretien téléphonique, je vous contacte, etc. Ou conformément à votre demande, je vous envoie. Voilà. Donc, essayez quand même on est sur une rédaction assez simple. Mais tout de suite en lien avec l'objet du mail que vous avez mis précisément. Alors, on en est au corps du mail. Donc, on a dit, on commence par l'idée principale. L'idée principale, vous avez légèrement la développée, et puis il peut y avoir ensuite une idée secondaire. Et donc pour ça, pour bien identifier qu'il y a plusieurs idées dans un mail, pensez à changer de paragraphe. Mais attention, on ne met pas trop d'idées dans un même mail. On est sur 4 paragraphes maximum, pas plus. La personne, elle n'ira pas au-delà. Un mail, ça reste succinct. Grosso modo, ça tient sur une page, quoi. Si c'est au-delà, il faut vraiment que ce soit très très cohérent. Mais plus c'est long, moins vous avez de chances que ce soit lu. Donc, il vaut mieux en dire un peu pour nouer des contacts et avoir des relations qui vont continuer plutôt que tout dire d'un seul coup. Et là, vous avez un risque de non-lecture qui est trop important. Concernant le style de votre rédaction, on a dit ça doit être succinct, donc de façon générale, faites des phrases courtes. N'hésitez pas, bien au contraire, à mettre des mots de liaison. C'est-à-dire qu'il faut en fait qu'un mail, je vous ai dit tout à l'heure que le temps de lecture était le même, mais en fait pas tout à fait. On va essayer d'accélérer aussi le temps de lecture. Donc, quand on va rédiger, nous, on essaie d'avoir des phrases courtes avec des mots de liaison pour que la dynamique elle soit facile à lire. Pas de mots trop techniques ni de sigles. Après, tout dépend de votre destinataire. Si votre destinataire, il utilise des mots techniques, qu'il les connaît, les sigles, ok. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, évitez les mots trop techniques et évitez les sigles. Hein, les sigles où on ne sait pas forcément ce que c'est. Et puis surtout, même si vous êtes dans de la protestation, restez courtois. Enfin, ça paraît évident, hein, mais parfois on se lâche un petit peu en disant c'est un mail. Essayez de ne pas être grossier ou vindicatif ou voilà, trouvez une forme de phrase où vous dites ce que vous avez envie de dire sans être grossier ou vulgaire. Il faut rester le plus courtois possible, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Passons maintenant à la conclusion du mail. Alors la conclusion du mail, 10 fois moi je lis CDLT. Ah bah non, on n'écrit pas CDLT. Donc on va écrire une formule de politesse et je suis désolée, mais cette formule de politesse est indispensable. Et encore une fois, cette formule de politesse, elle va être adaptée au destinataire. Si on est sur une personne hiérarchiquement supérieure, n'hésitez pas avec un respectueusement. Vous pouvez quand même aussi reprendre les formules de politesse qu'on a dans les courriers papier. Vous veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses, par exemple. Mais respectueusement, ça peut passer. Si on est sur une relation formelle, cordialement, ça passe. Salutations distinguées, ça, trouvez votre style. Si on est sur un groupe, hein, vous avez rédigé un mail à un groupe, cordialement, ça passe pour tout le monde, hein, c'est assez vaste. Et puis, si vous êtes sur une relation informelle, même sur une relation informelle, cordialement, ça passe. Si c'est un peu plus amical, bien cordialement, très cordialement, amicalement. Mais honnêtement, sur des relations informelles, le cordialement, des fois, il est un peu passé de mode, on va dire. Vous pouvez terminer par bonne journée, bonne soirée, à bientôt, plaisir de se retrouver. Enfin, essayez un petit peu, quand vous serez dans la rédaction habituelle de mail, de varier un petit peu les plaisirs.
Cordialement, ça fait, pour une relation informelle, ça fait je m'investis pas trop, je l'ai écrit à la va-vite et c'est pas forcément l'objectif dans votre mail. Donc adaptez encore une fois vos formules de politesse au destinataire et puis à l'intention que vous avez dans la rédaction de votre mail. Alors on pourrait penser que c'est fini, non, il faut signer. Alors 2 cas de figure. Soit votre logiciel, vous n'avez pas déjà paramétré de signature. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on met? On commence par prénom, nom. Hein, vous n'êtes pas dans l'administratif, donc quand vous vous présentez, vous dites votre prénom et après votre nom. Donc quand vous signez, vous dites, voilà, moi je mets Carole Grier. Mais ça ne suffira pas, parce qu'on ne sait pas forcément qui vous êtes. Donc si vous souhaitez être mis en contact ou que la personne vous recontacte, c'est par exemple si vous postulez pour un stage ou pour un job, mettez vos coordonnées téléphoniques, comme ça on pourra vous recontacter. Les coordonnées téléphoniques sur lesquelles on peut vous recontacter. Mais mettez aussi votre fonction. Vous êtes étudiant à l'IUT GEA d'Orléans. Vous saurez d'où je viens comme ça. Mais vous pouvez mettre votre fonction, le nom de votre entreprise, votre groupe ou votre classe, et même un logo. L'idée, c'est vraiment que quand on lit, on sache de quoi il parle. Et je suis désolée de vous dire, mais quand vous signez juste Arthur Rigolet, eh bien, quand vous envoyez ça à un enseignant ou à une entreprise, c'est pas pour ça que ça va leur parler. Hein, même l'enseignant, ça va pas forcément le parler, surtout s'il a 150 étudiants. Donc, précisez bien en quoi vous êtes étudiant et d'où vous venez. Si vous avez paramétré une signature dans votre logiciel, du coup, elle va apparaître automatiquement, vérifier votre signature. Elle n'est peut-être pas forcément adaptée au mail que vous venez de rédiger. Hein, donc, essayez, si besoin, de la compléter pour avoir une signature qui permet de vous identifier et de vous mettre en valeur. Donc, a priori, votre mail, là, il est rédigé. Vous avez fait attention à vos styles et donc, il faut envoyer ce mail. Donc, première étape, on va choisir le ou les destinataires. Pour ça, c'est la rubrique A, c'est le destinataire principal. Donc ça peut être un mail personnel, donc souvent dans les mails, quand je dis personnel, c'est-à-dire qu'il est personnalisé, souvent c'est nom, prénom, et puis une partie générique par exemple à une entreprise. Ça peut être un mail générique, quand je dis un mail générique, ça peut être secrétariat par exemple, secrétariat, @ et puis quelque chose. Ça peut être un alias. Alors ça, le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément ce que c'est qu'un alias. Donc un alias, ça ressemble à une adresse mail classique, mais en fait, c'est paramétré pour que derrière l'alias, il y ait plusieurs personnes. Par exemple, souvent, quand on envoie un mail au directeur, avec l'alias directeur, il y a le directeur qui va recevoir le mail, mais il y a peut-être la secrétaire de direction également qui va recevoir le mail, voire le directeur adjoint. Hein, donc, on ne le sait pas forcément. Donc, si vous n'avez pas l'information, faites attention quand même à qui vous envoyez et au style de votre rédaction. Et puis, ça peut être aussi une liste de diffusion. Donc, la liste de diffusion, ça peut être, voilà, quand on est étudiant, des fois, vous recevez des mails, tous étudiants ou tous unis, ou voilà. Ça, c'est des listes de diffusion. C'est-à-dire que l'intérêt d'une liste de diffusion, c'est qu'il y a une adresse mail et que derrière, on a autant de personnes qu'on veut qui vont recevoir le même mail. Donc, évidemment, ça, vous l'aurez identifié pour que quand vous avez rédigé votre mail, vous avez bien intégré que vous envoyez le mail à une personne, à 2 personnes ou à 200. Deuxième chose, dans les rubriques, il y a la rubrique CC. La rubrique CC, ce sont des destinataires en copie. CC, ça veut dire copie carbone. C'est-à-dire du temps du papier, on avait en fait des feuilles de papier, vous aviez la feuille principale, dessous il y avait une feuille carbone, donc c'était une feuille noire, et sous la feuille carbone, vous aviez une deuxième feuille blanche, et quand on écrivait sur la première feuille blanche, ça arrivait sur la deuxième feuille blanche. Donc ici, quand on met CC, c'est une personne qui est en copie, c'est-à-dire que c'est une personne que vous souhaitez informer du fait que vous avez envoyé un mail. Elle est concernée, mais en fait, on n'attend pas de réponse de cette personne. Donc ne râlez pas si les personnes en copie ne vous répondent pas. Elles ne sont pas censées répondre, elles sont juste mises dans la boucle, on va dire, du mail, parce que vous souhaitez qu'elles soient informées que vous ayez envoyé un mail. Par exemple, vous voulez prouver... vous voulez informer votre patron que vous avez fait telle démarche, il vous a demandé de le tenir informé, plutôt que de lui dire voilà je l'ai fait, et bien quand vous faites la démarche, si vous la faites par mail, vous le mettez en copie, comme ça il est au courant de la démarche que vous avez faite. Il y a une autre possibilité encore, qui est la notion de CCI. C'est en fait des destinataires qui sont en copie cachée. CCI, ça veut dire copie carbone invisible. Là, ces destinataires qui seront là, on ne verra pas leur adresse mail.
ils recevront le mail, mais ça n'apparaîtra pas, hein, alors que l'un des destinataires qui soit en A ou en copie, lui, on verra son adresse mail. Les personnes en copie cachée, en CCI, on ne voit pas leur adresse mail. Alors, l'intérêt, c'est que si vous envoyez un mail à 200 personnes, et en fait, il y a un problème d'information, de divulgation d'informations, et l'adresse mail, c'est quand même une adresse personnelle. Donc, si vous envoyez une adresse mail à 200 personnes, si vous ne voulez pas que les 200 personnes voient les mails des 200 autres, en fait, vous allez tout mettre en copie cachée invisible, en copie carbone invisible, en copie cachée. Mais attention, lorsqu'on fait répondre à un mail, il faut savoir que s'il y avait des personnes en copie cachée, toutes les personnes en copie cachée vont aussi recevoir la réponse au mail. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie. Vous pouvez, par exemple, vous mettre en copie cachée pour vérifier que vous avez bien reçu le mail, que le mail que vous avez envoyé a bien été reçu, par exemple. Hein, ou vous mettez, je vous dis, en copie cachée pour ne pas divulguer les adresses mail de tout le monde, hein, pour une question de protection des données, on va dire. Voilà donc pour les destinataires. Avant d'envoyer votre mail, faites attention aux pièces jointes. Hein. Vous avez peut-être rédigé votre mail en mettant 6 juin mon CV. Et donc là, vérifiez bien que vous avez mis votre CV. Alors, je suis la première des fois à oublier, hein. On a tous oublié, on a tous revu des mails en disant t'as oublié la pièce jointe. Donc prenez l'habitude, il y a un certain nombre de messageries qui maintenant en fait reconnaissent dans le corps du mail le fait que vous avez marqué 6 juin ou juin ou des éléments, des mots-clés comme ça et vous dit attention, est-ce que vous avez bien mis la pièce jointe dont vous avez parlé dans la rédaction du mail. Donc ça c'est la première chose. Moi, outre le fait de ne pas l'oublier, je voulais vous parler du nom de vos pièces jointes. Je vous donne des exemples de pièces jointes que j'ai reçues, entre autres, cette semaine. Voici ce que j'ai reçu comme nom de pièce jointe. Comment dire? Comment est-ce que je fais pour pour savoir en ouvrant le fichier qui s'appelle partie 1 de quoi il retourne? Et puis j'ai pas une pièce jointe, mais j'en ai 3, alors que j'en aurais pu tout grouper. Sachant que là, j'ai 3 pièces jointes qui font 2 mégas plus 2, on est à plus de 6 mégas de pièces jointes. Donc pensez à la planète et limitez 1, le nombre de pièces jointes, 2, limitez également le nombre, la taille. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est le nom, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la pièce jointe, il faut que la pièce jointe, elle se comprenne d'elle-même sans lire le mail. Donc il faut que je sache de quoi elle retourne. Alors ici, partie 1, partie 2, partie 3, ça va pas. Alors ici, j'ai carrément un chiffre. Là, j'ai note. Alors là, ça s'améliore quand même. Hein. J'ai évaluation 1 M2205, donc ça me parle un petit peu plus, ou devoir 1. Mais alors de qui c'est? On ne sait pas. Donc, première chose, faites attention au nom des pièces jointes. Essayez dans le nom des pièces jointes, si par exemple vous envoyez vos CV, on m'envoie des CV, le nom du fichier c'est CV ou mon CV. Et puis je me retrouve avec 15 fichiers qui s'appellent mon CV. Donc mettez votre nom, je vais vous préciser un peu après. Faites attention, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo au format. Donc si besoin, je vous remets le lien là sur les vidéos sur comment on envoie des pièces jointes et comment on transforme ici là des photos en pièces jointes et pas garder un format ici, c'est un format image, c'est très très lourd. Et donc le format, vous allez privilégier sur du texte, entre guillemets, des fichiers PDF, parce que même là, le DocX, ok, si j'ai pas le bon fichier, le bon logiciel, je pourrais pas ouvrir, alors que PDF, je peux tout le temps ouvrir. Et puis, vérifiez quand même que c'est bien indispensable d'envoyer toutes ces pièces jointes. Donc ici, la question ne se pose pas, il n'y a pas de souci. Mais alors des fois, on reçoit des fichiers, on reçoit 15 pièces jointes, et puis il y a des fichiers qui servent à rien. Donc pensez à chaque fois en fait au poids et aux conséquences que ça a. Quand vous envoyez une pièce jointe, ça va être dans votre boîte d'envoi, dans le fichier envoyé, vous aurez votre pièce jointe, et puis ce sera aussi dans la boîte de réception du ou des destinataires à qui vous l'avez envoyé. Donc c'est stocké sur des serveurs et ça commence à coûter un petit peu cher pour la planète, donc essayez de limiter le nombre de pièces jointes. Et c'est pareil, si vous avez besoin, vous utilisez Cloud et vous envoyez juste le lien, comme ça le fichier il est stocké à un endroit. Donc pareil, je vous remets le lien pour stocker et pas envoyer en pièces jointes et remplir les boîtes mail. Point de vue du format avec le nom des fichiers, voici un exemple de ce que j'aurais pu attendre, ce qui aurait été super bien.
Vous commencez, alors exceptionnellement, je vais vous conseiller de commencer par le nom et après le prénom. Pourquoi? Parce que lorsqu'on classe des fichiers qui sont nominatifs, et bien souvent on les classe par nom. Donc en commençant par le nom de famille, ça permet au destinataire de plus facilement les trier. Et après, vous mettez de quoi ça parle et vous assurez que vous avez mis sous la format PDF. Donc vraiment, à chaque fois, c'est ce que je rappelle, hein, quand on envoie, quand on fait de la communication, qu'elle soit écrite, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit orale, ce qui va être une clé de la réussite de votre communication, c'est le fait de vous mettre à la place de votre interlocuteur. Et donc là, typiquement, si je me mets à la place de l'interlocuteur, jamais j'enverrai un fichier qui s'appelle partie 1 parce que mon interlocuteur, il ne va pas savoir ce que c'est que partie 1. Donc c'est important d'avoir vraiment ça en tête et vous verrez que plus vous aurez ça en tête, plus votre communication elle sera efficace. Pour terminer, alors pas tout à fait pour terminer, si je résume un petit peu, qu'est-ce que ça va être qu'un bon écrit professionnel puisque un mail est un écrit professionnel? C'est un écrit qui est lu et compris par son destinataire. Pour ça, on a dit il faut un vocabulaire précis, un texte concis, une demande claire et j'insiste, un orthographe irréprochable. Je vous donnerai un petit truc à la fin. Et puis, je viens de le dire, mais ça va mieux en le réécrivant, mettez-vous à la place du destinataire et c'est le profil de destinataire qui va guider votre style rédactionnel. Vous n'allez pas rédiger un mail de la même façon si c'est votre maman, votre collègue de bureau ou votre supérieur hiérarchique. Et ça, c'est important de garder tout le temps en tête. Alors, pour le format, pour le corps de message de votre mail, il y a 3 objectifs classiques à un mail et donc je vous propose le plan en fonction des objectifs de votre mail. Premier objectif, c'est un mail de demande. Et dans ce cas-là, il va y avoir grosso modo 2 parties, la demande et la justification de la demande. L'ordre, tout va dépendre de vous. Hein, vous pouvez commencer par la justification et après la demande, mais je vous rappelle que le mail, il doit être concis, on les lit rapidement. Si votre justification elle est trop longue, vous justifiez une demande qui arrive tout à la fin. On n'est pas sûr que le mail soit lu jusqu'à la fin. Donc commencez plutôt par la demande et après vous justifiez. Vous serait-il possible de m'envoyer parce que j'en ai besoin pour faire ça? Alors, rédiger un petit peu mieux, on est d'accord. Deuxième type de mail, un mail d'information. Donc, vous devez informer un supérieur hiérarchique, vos collègues, d'une nouvelle circulaire ou d'une nouvelle information. Donc, vous, pareil, vous commencez par l'information. Et puis après, par l'information qui est l'information principale. Et puis après, vous expliquez pourquoi il y a cette nouvelle information. Ou éventuellement, vous complétez avec des informations secondaires. Troisième exemple, troisième objectif classique d'un mail, c'est un mail qui est là soit en réaction à quelque chose, soit pour faire réagir. Pour ça, c'est bien de rappeler un petit peu du factuel. Donc, on commence par un fait générateur. Et puis après, on explique un petit peu ce que vous avez prévu de faire. Donc, pourquoi vous écrivez ce mail, ou pourquoi vous décidez de faire grève, ou pourquoi vous avez décidé de changer les horaires, ou de changer le règlement, ou voilà. Et puis, vous pouvez terminer par un complément d'information sur des petites précisions concernant les évolutions. Voilà un petit peu les trois objectifs, les 3 plans qui peuvent vous aider quand vous rédigez un mail. Je voulais aussi, il me semblait important, par rapport à notre rapport au temps, de préciser quand il est de bon ton d'envoyer un mail. Hein. Alors, et en particulier, vous voyez le petit logo que j'ai mis à droite, toujours dans l'idée de je me mets à la place du destinataire. Je pense qu'il est quand même important de respecter un minimum le droit à la déconnexion. C'est pas parce que vous travaillez tard que vous devez, entre guillemets, inciter vos collègues, vos collaborateurs, vos supérieurs à vous répondre à la même heure et à travailler au même moment que vous. Donc, à quel moment de la journée envoyer un mail ? Eh bien, je sais que quand on est étudiant, on travaille le soir, qu'il y a un certain nombre de métiers, on travaille le soir, ou certains métiers où il peut y avoir des décalages horaires. Mais de façon générale, il me semble important d'essayer de respecter les horaires de travail pour envoyer un mail. Maintenant, si vous envoyez un mail à 23h, n'attendez pas une réponse à 23h30. Hein, donc, en fonction des moments de la journée, moi, je vous conseille plutôt de l'envoyer dans la matinée, pas trop tard. Comme ça, vous savez que la personne, assez tôt dans la journée, elle va checker ses mails et elle va avoir ce mail et éventuellement à traiter.
Ça va dépendre quand même aussi de l'avancée de votre relation. C'est toujours le même principe, adaptez-vous à la personne avec qui vous travaillez. Si vous travaillez avec une personne qui est à l'autre bout du monde avec un décalage de 6 heures, et si vous voulez l'aider à avancer dans sa journée de travail à lui, eh bien vous allez adapter l'horaire pour que la personne ait l'information pour pouvoir travailler. Si vous travaillez avec quelqu'un qui est plutôt réveillé à 2 heures du matin et que vous arrivez à le faire aussi, vous pouvez envoyer le mail à un horaire qui correspond à sa façon de travailler. Tout va dépendre aussi du style de votre communication. Hein, c'est toujours le même principe. On n'envoie pas un mail à un supérieur hiérarchique à n'importe quelle heure. Il y a un minimum à respecter. Et puis enfin, tout va dépendre de l'objet de votre communication. Il peut y avoir des communications de crise qui fait que le moment de la journée, en fait, on ne choisit pas. C'est qu'il y a un événement important qui fait que on est obligé d'envoyer cette information à ce moment-là. Mais attention, le mail n'est pas un moyen de communiquer dans l'urgence. C'est-à-dire que si vous voulez une réaction immédiate à une information que vous envoyez, vous prenez le téléphone et vous téléphonez. Ce n'est pas le moyen le plus adapté pour avoir une réaction immédiate. Hein, donc en fonction de l'objet de votre communication, eh bien, vous allez adapter évidemment le moment auquel vous allez envoyer un mail. Je vais vous montrer après un petit truc pour rédiger un mail à n'importe quel moment de la journée, mais programmer quand est-ce que vous allez l'envoyer, et ça c'est important aussi. Voilà, dernière ligne droite, je voudrais terminer par quelques conseils techniques. Donc, voici votre mail. Vous avez on a parfois tendance à dire j'ai envoyé mon mail, j'ai pas de réponse, donc je vais envoyer un deuxième mail pour demander s'il a bien reçu mon premier mail. Donc heureusement que tout le monde ne fait pas ça. Ça multiplie le nombre de mails, ça agace un peu la personne qui les reçoit en disant mais ça veut dire que j'ai pas répondu assez vite, il me fait pas confiance. Donc plutôt que de relancer comme ça, vous pouvez demander ce qu'on appelle un accusé. Donc soit un accusé de réception. Donc l'accusé de réception, ça va vous assurer que le mail a bien été reçu dans la boîte mail de la personne à qui vous l'avez envoyé, mais c'est pas pour ça qu'il a été ouvert. Si vous voulez vous assurer que le mail a été ouvert, on demande un accusé de lecture. Attention, un accusé de lecture, ça veut juste dire que le mail a été ouvert, pas forcément lu. Hein, il y a un petit biais quand même entre les deux. Alors c'est pas d'office sur toutes les messageries, par exemple sur Gmail en fait ça n'existe pas l'option, ça existait mais ça n'existe plus, sauf si on a la suite, je crois que si on a la suite Google Suite, donc si on paye, je pense que là l'option est disponible, mais si on a la version gratuite comme une majorité d'entre nous, ça n'existe pas, donc pour ça on rajoute un petit module qui s'appelle Boomerang. Hein, donc vous cherchez sur internet, vous rajoutez Boomerang, et donc Boomerang ça vous rajoute dans l'envoi du mail cette dernière partie là, le bas du mail. Alors qu'est-ce que ça vous permet de faire? En fait, quand on clique là sur la petite enveloppe, vous pouvez demander un accusé de lecture. Ce qui fait que la personne, lorsqu'elle va avoir son mail, qu'elle va l'ouvrir, si elle appuie, alors elle n'est pas obligée de le faire, hein, attention, mais si son logiciel va lui demander est-ce que vous voulez envoyer un accusé de lecture, donc il suffit qu'elle appuie sur le bouton et donc dans ce cas-là, elle enverra un accusé de lecture. On ne le fait pas tous, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne n'a pas appuyé, que vous n'avez pas reçu un accusé de lecture que la personne ne l'a pas lu, hein. Mais ça, dans 80% des cas, ça fonctionne pas mal. Deuxième chose qui me semble quand même fondamentale, je l'ai dit 2 fois, donc je vais redire une 3e fois, c'est le fait de rédiger un mail sans faute d'orthographe. Pour ça, il existe des correcteurs orthographiques. Dans Gmail, c'est au niveau des 3 petits points. Là, vous cliquez sur les 3 petits points et là, vous faites correcteur orthographique. C'est important quand même même si vous êtes super bon en orthographe, ok, mais c'est quand même important. On a, malgré tous les conseils que je vous ai donnés, vous allez voir qu'on a tendance à rédiger rapidement un mail, hein, pressé un petit peu par cette notion de dents différente par le courrier écrit à la main. Et donc, parfois, on a tendance à laisser passer quelques coquilles orthographiques, on dira ça comme ça. Donc, essayez de vous faire aider du correcteur orthographique. Il ne va pas tout corriger, mais une grande partie. Et puis, ça laisse un petit peu le temps de regarder à nouveau. Sur des logiciels qui sont installés en dur sur les PC, moi j'ai Thunderbird, vous pouvez le paramétrer pour qu'il se lance automatiquement. Sur Gmail, il faut quand même faire la démarche. Donc, essayez de ne pas oublier, avant d'envoyer votre message, de faire une correction orthographique par le logiciel.
Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure du temps auquel on envoyait le mail. Vous pouvez décider à 2h du matin d'envoyer un mail, mais de faire en sorte qu'il ne sera reçu par la personne qu'à 8h, 8h30 du matin. Pour ça, c'est l'intérêt aussi de Boomerang. Vous pouvez choisir d'envoyer plus tard. Et en plus, donc vous allez choisir en fait ici à quel moment vous voulez que votre mail soit envoyé. Donc vous pouvez paramétrer et planifier en fait l'envoi de votre mail à l'heure à laquelle vous pouvez travailler ou qui vous semble la plus appropriée. Et l'intérêt aussi de Boomerang, ça vous permet, c'est pour ça que ça s'appelle Boomerang, si vous n'avez pas eu de réponse au bout de tant de temps, alors 2 jours c'est peut-être pas raisonnable, et par exemple vous avez envoyé un mail, au bout de 10 jours il n'y a pas de réponse, au bout d'une semaine, vous regardez un petit peu les pratiques, hein, vous pouvez demander à être rappelé, à dire attention vous n'avez pas eu de réponse, le Boomerang vous dira regardez vous n'avez pas eu de réponse à ce mail là. Donc c'est à vous de voir un petit peu comment vous pouvez gérer ça. C'était donc mes derniers conseils techniques. J'espère que cette vidéo sur la rédaction professionnelle d'un mail vous a aidé, vous a montré un petit peu les erreurs que vous avez tous tendance à faire et puis vous donnera un petit peu un guide pour la rédaction de vos prochains mails. Je vous invite à me laisser vos commentaires. Si vous vous êtes reconnu ou si vous avez vu des erreurs que vous avez pu faire dans le mail, n'hésitez pas à le mettre. Un petit pouce, un abonnement à la chaîne, ça me fera plaisir pour vous présenter de nouveaux tutoriels pour réussir vos études en gestion. À bientôt!